C'est en plein cœur de Nantes, plus grande cité du département classée ville d'art et d'histoire, que nous vous proposons de débuter ce voyage. Capitale à l'énergie bouillonnante, Nantes possède un patrimoine architectural et culturel exceptionnel. Un patrimoine que Stéphane connaît bien. Ce journaliste passionné d'histoire vit ici depuis toujours et ne se lasse pas de redécouvrir chaque jour les richesses de sa ville. Pour démarrer la balade, notre guide n'a pas hésité longtemps. Direction la ville-château, en plein cœur de la cité. Le château des Ducs de Bretagne est le joyau incontesté de Nantes. Bâti au XVe siècle, ce monument n'en finit pas de passionner chaque jour son directeur, Bertrand. Ici, c'est la courtine du Levant. Du Levant. Levant, oui, puisque nous sommes vers l'est, donc vers le lever du soleil. Stéphane sait qu'il peut compter sur lui pour découvrir la riche histoire de ce monument d'exception. Donc là, on est vraiment au milieu de la cour là, du château. Là, tu es exactement au milieu de la cour du château. Ouais. Hein, tu as vu, tu as passé le pont-levis, Bah oui, le pont-levis. tu as vu la forteresse, Ouais, c'est une carrément. vraie forteresse de l'extérieur. Ouais. Et puis à l'intérieur, surprise, c'est du calcaire, c'est du D'accord. tuffeau, c'est tout blanc. Un monument à la fois défensif et d'apparat que François II, duc de Bretagne, construit à l'époque pour se protéger du roi de France, qui entend bien rattacher les Bretons à sa couronne. Un monument qu'il érige en lieu et place d'un précédent édifice. De quoi piquer la curiosité de notre journaliste. Là, sous tes pieds, ce que le public ignore, il y a le premier château. Il y a un château en dessous. Là, il y a un château en D'accord, dessous. Et c'est le château, incroyable, ça. il est du XIIIe D'accord. siècle en dessous. hein. Et il y a encore des ruines en dessous. Ah oui, quand tu creuses Ouais. de 1 mètre, tu vas Ouais. tomber sur les ruines du château du XIIIe siècle. c'est génial, Il est là d'accord. et il prend à peu près toute la cour. Et c'est ce château-là que détruit François II. Il le détruit carrément. ouais, Il le d'accord. détruit totalement Ok. pour construire Celui-ci. son nouveau château. Ouais, il passe du T1 au T4, quoi. hein. Ouais, je crois qu'on Ouais, ouais, ça. je crois C'est ça. qu'on passe on passe du T1 à l'appartement de luxe. Là, Ouais, c'est vraiment. ça. Pour la suite de la luxueuse visite, prenons de la hauteur. J'ai un peu le vertige. Ça va aller quand même. On va pas monter très haut. Bon, ça. L'occasion pour Stéphane d'en découvrir encore un peu plus sur le monument. Là, on est sur les remparts Sur les remparts, ouais. et sur la courtine de Loire. Parce que la Loire passait là. Parce que la Loire était là. D'accord. Hein, ici, le fleuve, un des bras du fleuve était là. Et avec le système des douves et Ouais. l'alimentation par la Loire, le château était une île. À une île, là, ça, je savais pas. Oui, c'était une île. Il était D'accord. totalement défendu par D'accord. l'eau. Un système de défense ingénieux qui n'empêchera pas le roi de France de s'emparer de la forteresse à la fin du XVe siècle. Peu après, il épouse même la propre fille de François II, Anne de Bretagne. C'est elle qui termine l'œuvre de son père et fait notamment construire un endroit privé que Bertrand tenait absolument à montrer à Stéphane. Stéphane, Ouais. ici, nous sommes dans un lieu qui n'est pas ouvert au public, qui est Ah. interdit au public. Interdit. Interdit au Ah, j'ai public. de la chance. C'est la loggia, construite par Anne de Bretagne, D'accord. et qui permettait justement à la duchesse reine, puisqu'elle est reine à ce moment-là, Ouais. d'observer. hein. Ouais. Elle pouvait admirer ici les levées de soleil et la lumière du matin sur les bords de Loire. Ça devait être vraiment très beau. Et ce qu'on voit là, les dentelles tout autour, là, c'est C'est le décor elle sculpté. Oui, c'est tout le décor qu'elle a fait réaliser pour sa loggia. Alors, Ouais. beaucoup de choses ont été restaurées. Ici, tu as tout un ensemble restauré au 19e siècle, puisque Ouais. la pierre du 15e, la voici. D'accord. Ouais, Elle est elle est- altérée, quoi, par le Elle temps. est considérablement dégradée. Un décor contraint d'être restauré, d'autant que ce poste d'observation a occupé 2 siècles plus tard une toute autre fonction. Alors, cette pièce a aussi une autre particularité, beaucoup plus tardive, vois-tu. Ça a été un lieu de prison. C'était la prison ici. C'était le, D'accord. c'était le trou des soldats. Et ils ont laissé leurs traces. Alors, des graffitis qui évoquent leur date de leur emprisonnement. Tu vois ici 1869. 1869. La Rose. La Rose. La Rose, c'est son nom. Des sculptures qu'ils sont aimés à faire. Mais derrière les sculptures, ce qui est amusant, c'est qu'on y voit aussi leur métier. Un métier. Ici, tu vois, on voit une enclume. Une enclume, forgeron. Voilà. En fait, il laisse des traces, quoi, pour Il laisse des traces. les Il s'occupe. futurs prisonniers, quoi. Oui, puis il s'occupe. Il s'occupe. Je pense que le temps devait être long ici dans la prison. Aujourd'hui, la loggia a retrouvé sa fonction initiale. Et lors de journées spéciales, vous pourrez vous aussi venir l'admirer. De quoi vous donner définitivement envie de venir plonger au château des Ducs de Bretagne à travers 5 siècles d'histoire. En quittant le château, baladez-vous dans les rues de Nantes et ne manquez pas d'aller jeter un œil au passage Pommeraye, le passage obligatoire ici. À plus de 170 ans, il vient d'ailleurs de se refaire une beauté. Ces luminaires, par exemple, avaient totalement disparu du paysage et sont aujourd'hui redevenus symboles du lieu. C'est tout naturellement que Stéphane tenait absolument à nous présenter celui qui les a fait renaître. Bernard est forgeron depuis près de 30 ans.
Salut Bernard. Bonjour. Ravi d'être ici. Hein. Tu me fais la visite direct? Je te fais la visite de la forge Ok, direct. ça marche. C'est parti. Si Stéphane tenait absolument à partir à sa rencontre, c'est qu'il a été chargé de la restauration des luminaires. Allez, voilà, les luminaires du passage Pommeret. Dans son atelier, les témoins de ce travail long de 3 ans sont encore partout. C'est un vrai, ça ou... Alors ça, c'est une copie, ça. C'est une copie. Ouais. En fait, ce sont toutes des copies. Hein. Tout ce qu'il y a sur le passage Pommeret, ce sont des copies. Hein. Il n'y avait plus du tout d'éléments. Le seul élément qu'on avait, c'est un élément qui était cassé à plusieurs endroits, qu'on a restauré, réhabilité, qu'on n'a pas pu reposer, mais qui nous a permis de retirer un ensemble d'outillages pour sortir toutes les pièces. C'est donc grâce à un élément abîmé vieux de 2 siècles que Bernard a pu recréer les luminaires d'antan. Pour savoir ensuite où les poser, il a fallu mener l'enquête. Et comment tu as fait pour retrouver les emplacements de tous Alors, les luminaires voilà. dans le passage? Voilà, là, les emplacements des luminaires, on les a trouvés sur des photos de familles agrandies 200 fois. Et à partir de gravures venant des archives, on a retrouvé les emplacements exacts et les dimensions exactes de tous les luminaires. Parce qu'il n'y a plus aucune trace, en fait. Il n'y avait plus aucune trace. Ah, c'est ça, ouais. Hein, ce qui nous a Donc- permis de les remettre exactement au même endroit qu'en 1843. Ouais, c'est-à-dire, il y a près de... Hein, Oui, il y a longtemps. il y Hein. a longtemps. Il y a longtemps. Et le voyage dans le temps se poursuit pour nos 2 complices. Spécialement pour Stéphane, Bernard remet aujourd'hui les gants. Comme à l'époque, avec l'aide de son associé Guillaume, il va réaliser le socle d'un luminaire. Notre forgeron fait d'abord chauffer du plomb dans une louche à plus de 300 degrés. Il ne restera plus ensuite qu'à le verser dans un moule prévu à cet effet. Mais par contre, écarte-toi un petit peu parce que Ok. c'est pas gagné. Hop. Voilà. Sans attendre, Bernard démoule à présent la pièce. Oh là. Et voilà la pièce. La naissance d'une pièce en direct. La naissance d'une pièce en direct, Ah, voilà c'est ce que chaud. ça donne. Ah, c'est beau, hein. Alors de ces pièces-là, j'en ai sorti 50. Des gestes précis et répétés 50 fois, mais toujours avec la même passion. Finalement, toi, tu as ressuscité un passage qui avait disparu. Moi, quand je vois ça, en fait, je me dis toujours, tu es un peu un héritier des ferronniers de 1843. Oui, C'est un peu la je ne corporation. suis qu'un héritier passant. Hein, c'est-à-dire Passant que et là, passionné. passant Ouais. et passionné. Ouais. Pour moi, le passage, effectivement, il y a une partie de moi-même. Oui, il y a une certaine fierté à appartenir à tout ça. Ouais. Merci. Aujourd'hui, grâce au travail de Bernard et ses équipes, le passage Pommeret se montre à nouveau sous ses plus beaux atours. Une idée de visite lumineuse, et nul doute que vous ne regarderez plus les luminaires de la même manière. Si Nantes regorge de trésors patrimoniaux en tout genre, elle est aussi célèbre pour ses créations artistiques et son imagination parfois débordante. Installées sous les nefs des anciens chantiers navals, on les appelle les machines de l'île, des créatures si bien articulées qu'on les croirait vivantes. Ces drôles de machines, mêlant l'univers de Jules Verne et celui de Léonard de Vinci, sont nées dans la tête de 2 artistes un peu fous. Salut Pierre, ça va? Pierre est l'un d'entre eux. Sa réalisation emblématique, cet éléphant géant qui trimballe sur son dos, nantais et visiteur d'un jour. Tu vois, il est au gabarit des nefs. Ah, ils rentrent juste... On dirait qu'ils ont construit les nefs pour l'éléphant. Dans les C'est nefs, un- peut-être. c'est un vrai navire. Hein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est la première machine qui a existé ici. C'est la première machine qui est sortie de l'atelier le 1er juillet 2007. Il a déjà fait 17 000 km. Si c'était une ligne droite, il serait à peu près au nord de la République sud-africaine. Et toi, tu es toujours émerveillé quand tu le vois? Mais oui, parce que Mais comme dis donc, le tu le vois. public, c'est toujours des regards neufs et qu'on voit les gens s'émerveiller devant l'éléphant, on a toujours l'impression que c'est quelque part la première fois. Pour venir à bout de ce géant sur pattes, il aura fallu pas moins de 50 personnes et 2 ans de travail. 48 tonnes d'acier et de bois mises en mouvement par une 60aine de vérins. Ici, chaque pièce est construite directement sur place dans l'atelier des machines. Depuis 2 terrasses, perchées à 7 mètres de hauteur, vous pourrez assister au travail des constructeurs dans un univers fait de bois et d'acier. Une fois la créature achevée, avant de rejoindre ses congénères, elle fait une halte dans celle que l'on appelle la galerie des machines. Tout ce qui est construit dans le grand atelier, comme l'araignée, est testé par le public dans cette galerie prototype, En direct. en direct, Tous les jours. avec le public. C'est le public qui la manie, les D'accord. machinistes. Le jour où elle quittera la galerie, elle sera opérationnelle totalement. Ah oui, on peut aller à combien dedans? Alors là, à chaque vol, Ouais. puisqu'elle L'araignée volante, fait un quoi. vol Ouais. pendu à ses fils dans la galerie, à chaque vol, elle embarque 5 personnes. D'accord. À croire que l'imaginaire de Pierre n'a aucune limite. Le carrousel des mondes marins à quelques mètres de là en témoigne lui aussi. C'est l'autre création phare des machines.
3 manèges empilés les uns sur les autres, entièrement dédiés à la mer. Un véritable clin d'œil à ciel ouvert au passé de la ville. Pour réinventer les bateaux avec l'art forain, quelque part. Oui, et puis il y a C'est clin un tel d'œil, attachement des Nantais au passé maritime de la ville, et l'imaginaire de la mer est tellement vaste, Et comment vous avez choisi chaque élément? Parce que c'est des choix bien c'est précis. tellement quoi. riche, l'imaginaire lié à la mer. Tu as les animaux, tu as les monstres des grands fonds, tu as les pêcheurs, il y a les pirates, il y a les flibustiers, il y a les naufrages, enfin c'est un imaginaire sans limite. Hein. Un imaginaire qui ne tarde pas à faire replonger nos 2 amis en enfance. Tu veux faire un tour? On est tranquille. Bon, allez. C'est parti pour une croisière mouvementée. On l'appelle le bateau tempête. Tu vas voir pourquoi on l'appelle le bateau Ouais, tempête. d'accord. Tu prends la poignée Ok. et en avant. D'accord. Là, on est au-dessus de la mer, exactement. Voilà, et puis tu as la ville, Oula. t'as la ville qui se débobine. D'accord, ok, d'accord. T'étais jamais monté? Non, Ouais, au secours. On va où alors? Au large? Ouais, bah où tu veux. Déjà, il faut remonter l'estuaire. Tu On as va monter l'estuaire. Ne manquez pas, tout comme les 500 000 visiteurs chaque année, d'embarquer dans l'univers de Pierre et de ses machines folles. À dos d'éléphant ou perché sur une créature marine, émerveillement et sensations garanties. Et pour vous remettre de vos émotions, rien de tel que de vous offrir une douceur de la région. À seulement 20 minutes de Nantes, direction le restaurant de Stéphane. Dans la région, c'est une véritable institution. Ça va le chien. Oh là 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 là. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane est le roi du gâteau nantais, un biscuit moelleux parfumé aux amandes et imbibé de rhum des Antilles. Moi, c'était mon rêve de faire un gâteau nantais. Pour réaliser le rêve de Stéphane, première étape, la préparation du biscuit. Mélangez d'abord du beurre avec du sucre semoule et un peu de farine. On va mélanger le tout pour essayer d'obtenir une pâte un petit peu homogène. Ajoutez ensuite de la poudre d'amande et 3 œufs. Vaste. Super. Parfait. Et donc, notre appareil est prêt. Maintenant, nous allons le mettre dans les moules. D'accord. Mais c'est quoi son origine au gâteau nantais? L'histoire du gâteau nantais daterait des années 1820 où un maître foissier sur Nantes, Ouais. avec la vanille, Ouais. le sucre, le beurre, avait créé une recette et ensuite elle est plus ou moins tombée dans l'oubli. D'accord, mais après il va revenir en fait. Il est revenu, mais ça fait une petite vingtaine d'années. Il a sombré dans l'oubli pendant très longtemps, avant de renaître, et au jour d'aujourd'hui, c'est presque incontournable sur Nantes. C'est ça, ouais. Donc on peut dire que c'est vraiment la résurrection depuis 20 ans du gâteau nantais. Et donc en fait, avec les ingrédients, on peut dire que ça évoque le commerce triangulaire puisqu'il y a du Complètement. rhum. Voilà. Complètement. C'était le rhum, le sucre et la vanille. Qui arrivait à Nantes. Qui arrivait à Nantes. qui était quand même capitale négrière. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est comme ça que ce gâteau avait été créé. On le met à cuire? J'ai faim. Hein. Allons-y. 175 degrés pendant une demi-heure. Juste le temps pour nos 2 hommes de s'attaquer à la fabrication du sirop qui leur permettra d'imbiber le biscuit. Je te file un coup de main. alors. Super. Je mets l'eau. Vas-y, tu mets Ok. l'eau, Voilà. donc le sucre. Comme ça. Très bien. Tu vas finir professionnel du gâteau nantais. Hein. Ouais, c'est pas gagné. Si, tu verras. Donc les 2 rondelles de citron et la gousse de vanille. Voilà. Et maintenant, on porte ça à ébullition pour Ok. permettre au sucre de se dissoudre. Quelques minutes suffisent pour que le sirop révèle déjà ses senteurs prometteuses. L'odeur de la vanille, du citron. Super bon. Bah là, on part Alors, direct en voyage. Là maintenant, on va mettre le rhum dedans. Le fameux produit interdit aux enfants. Voilà. De On moins de rappelle, 18 ans. Moins de 18 ans. Voilà. Maintenant qu'ils sont adultes, on lésine un peu moins sur les quantités. Je mets tout, Stéphane? Oui, oui, oui. Vas-y, tu mets tout. C'est parti. La cuisson des gâteaux nantais est terminée. Avec application, Stéphane imbibe à présent le gâteau. Et tu sais que ce gâteau nantais il s'appelait gâteau du voyageur parce qu'il était embarqué sur les navires. Il se conserve merveilleusement bien. Le gâteau du voyageur. Ouais. Bah ça donne encore plus envie de partir en voyage. Hein. Un voyage culinaire qui touche presque à sa fin. Il ne reste plus qu'à napper le gâteau d'un glaçage blanc, un savoureux mélange de sucre glace et de rhum bien sûr. On met du rhum blanc dedans parce que l'important c'est que le glaçage soit le plus blanc possible. Voilà. À l'arrivée, faites confiance à nos 2 hommes, ce dessert moelleux au parfum exotique vous régalera à coup sûr. Top niveau. Mais il vous faudra le consommer avec une certaine modération. Après cette évasion gustative, que le voyage continue. Voici notre dernière étape en pays nantais.
seulement 30 km au sud de Nantes, ne ratez pas la ville de Clisson, qui vous plongera dans un décor digne des plus belles cités toscanes. Stéphane retrouve Nathalie, qui se passionne pour l'histoire de cette ville à part dans la région. Alors là, on est sur le vieux pont de Clisson, en fait. Oui, on est sur le pont de la ville. Et Clisson, c'est un peu l'Italie, alors on dit Clisson à l'italienne. Oui, on dit Clisson, la ville italienne ici. Ouais. En fait, il suffit de regarder un peu le paysage. On a des cyprès, on a les bords de Sèvres, des cascades. Et c'est ce qui a touché en fait des artistes Qui ont il y a craqué, 200 quoi. ans, voilà, D'accord. qui ont craqué pour ce paysage clissonnais. Ces artistes, ce sont les frères Cacot, deux Nantais qui, à la fin du 19e siècle, découvrent Clisson après des années passées à Rome. À l'époque, la ville vient d'être ravagée par les guerres de Vendée. Le château a été incendié et la population a fui. C'est une ville quasi fantôme. Donc c'est pas très joli finalement, si c'est quand même. pas très joli, mais c'est très pittoresque. Pittoresque. Il y a cette nature désolée, on est dans le romantisme, hein, donc c'est un lieu d'inspiration incroyable. Et donc les deux frères vont monter ici, construire ici un musée-école. Et puis du coup ça va fonctionner, c'est-à-dire que les Clissonnais vont réinvestir la ville de Clisson. Ils vont revenir en fait, grâce Ils vont aux revenir, deux voilà. de Nantais. Là. Peu à peu, Clisson retrouve des couleurs et commence doucement sa métamorphose italienne. Tu vois là, tu commences à reconnaître les arcs plein cintre avec la brique. Ah, les Regarde là briques tout en haut, partout, là, là. tu vois. La petite corniche là en brique aussi, ça c'est vraiment typique de l'architecture italienne. Une métamorphose qui va s'accélérer, surtout grâce à la présence d'un autre artiste, le sculpteur François-Frédéric Lemot. En rachetant un domaine de 13 hectares, il réalise son rêve, bâtir une résidence en s'inspirant des plus belles demeures romaines. C'est vers l'une de ses autres créations emblématiques que nous emmène Nathalie. Là Stéphane, je te présente la maison du jardinier. Du jardinier, d'accord. Un véritable chef-d'œuvre de l'architecture rustique à l'italienne. Tu vois, sur la partie logis, là, on est vraiment plus dans un climat méditerranéen avec une succession de belles briques et des piliers en briques. Ce petit oculus là que tu vois, cette ouverture ronde, avec toujours cette petite briquette décorative qui va souligner l'architecture. Un style très prononcé qui va devenir le point de départ de la Renaissance clissonnaise. Cette architecture, elle naît ici et elle va se diffuser naturellement sur les bords de Sèvres, puisque les Clissonnais vont s'inspirer de cette architecture bien caractéristique, vraiment typique. Voilà. Depuis les terrasses du domaine, la vue sur la cité transformée est imprenable. Un spectacle dont se délectait chaque jour avec fierté son propriétaire. Voilà Stéphane, on est sur les D'accord. terrasses de la villa. Waouh, Alors, énorme. C'est vraiment un lieu inspirant oui, quand on c'est arrive ça. là. Ouais. C'est vraiment un lieu qui est créé pour l'inspiration, la création, Mhm. la méditation. C'est ce que le mot souhaitait en fait. Tu es toujours autant émerveillé quand tu viens ici Quasiment tous Ouais. les matins. Ouais. J'ai la chance de pouvoir me poser, juste profiter D'accord, de ce paysage. Voilà. superbe. Aujourd'hui, le domaine de la Garenne-le-Mot et la ville de Clisson vous ouvrent grand leurs portes. Une parenthèse italienne inattendue qui clôturera à merveille votre découverte de Nantes et de ses sublimes alentours.